Mohamed? Oui, Fanta. Je suis en avance, voilà, il est 21h02. Il fait 21h02. Tu n'as pas mis de musique? Il est ouvert, hein? La plateforme est ouverte en tout cas. Ok. Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ce samedi pour faire le point de notre série 3. Les conférences de Citizen Legs sont arrivées à leur point de la série 3. Ce numéro 13 va nous permettre de faire le point avec deux éminents experts, à savoir M. Gilles Yabi et M. Alun Gay. Pour rappel, les conférences Citizen Legs sont organisées par JIDER, Legs Africa, la Fondation Heinrich Böll et Lead Sénégal. Nous vous remercions d'avoir suivi toutes ces trois sessions, cette série 3 avec nous. Vous avez été présents tous les lundis, tous les jeudis. Aujourd'hui, on est samedi, vous êtes encore là. Merci à vous. Durant cette série, nous avons parlé de féminisme, nous avons parlé de socio-anthropologie, nous avons parlé de socio-anthropologie, de la sécurité dans le Sahel, avant et après le Covid, mais aussi des nouvelles priorités d'industrialisation au Sénégal, de même que les enjeux et l'avenir de la production cinématographique en Afrique et au Sénégal en particulier, de la gouvernance de l'enseignement supérieur en Afrique, de l'intégration de solidarité, interdépendance et souveraineté en Afrique de l'Ouest, de la participation des jeunes à la gestion de la COVID, des investissements post-COVID en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous ferons le point de cette saison 3. Nous avons avec nous le Dr Gilles Yabi qui est intervenu lors d'une de ces sessions. Il est analyste politique et économiste. Il est le fondateur et président du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, Wati. Wati se définit à la fois comme un laboratoire d'idées et un mouvement citoyen transnational. M. Yabi a travaillé pendant 7 ans comme analyste politique principal, puis comme directeur du bureau Afrique de l'Ouest de l'International Crisis Group, une organisation internationale non gouvernementale qui œuvre pour la prévention et la résolution des conflits armés. Il a travaillé sur la plupart des crises politiques et des conflits en Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire au pays du Sahel, en passant par la Guinée-Bissau et le Nigeria. Titulaire d'un doctorat en économie du développement de l'Université de Clermont-Ferrand, M. Yabi a également été journaliste à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Après avoir quitté ses fonctions à International Crisis Group en novembre 2013, il a été consultant indépendant dans les domaines de l'analyse de conflits, de la sécurité et de la gouvernance politique en Afrique de l'Ouest, tout en travaillant à la création du think tank citoyen Wati. À ses côtés, nous aurons M. Gay, qui a créé en 1999 le groupe Afrique Challenge, l'Afrique qui ose, à Casablanca, pour offrir aux entreprises et institutions publiques et privées africaines un espace de renforcement des capacités des dirigeants et du middle management, du secteur privé comme du public, mais aussi de mutualisation d'expériences. Les activités du groupe sont structurées autour de 4 métiers: le conseil en management, le renforcement des capacités, la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et l'édition. Chaque année, le groupe organise un forum des dirigeants à la Sorbonne, mais aussi plusieurs forums interafricains dans toutes les fonctions de management en Afrique, en Europe et en Asie. En 2009, à la faveur de la célébration du cinquantenaire, le forum des dirigeants a été délocalisé à Kuala Lumpur. Depuis, le groupe organise annuellement 4 voyages d'études en Asie du Sud-Est, ainsi qu'un masterclass annuel dédié à la diplomatie économique pour les décideurs gouvernementaux africains notamment, en plus de missions plus ciblées d'accompagnement. En 2012, le groupe a lancé une revue African Business Journal dédiée à l'entrepreneuriat et à l'entreprise africaine. Aujourd'hui, cette revue trimestrielle qui fait la plupart part belle au business case et recueille les réflexions des dirigeants du continent est adressée directement à 3500 dirigeants. 1 an plus tard, il crée une association Next Generation Entrepreneurship qui organise Up Africa, la première plateforme dédiée aux entrepreneurs, investisseurs et PME africains. Partisan d'une accélération des échanges Afrique-Asie, il
crée en 2014 à Singapour une structure de catalysation des échanges Afrique-Asie, African Business International. Celle-ci organise des voyages d'études et masterclass et débute une revue d'intelligence économique Asia-Afrique Business Review. Docteur en sciences de gestion de l'Université de la Sorbonne, Alioune Gueye est marié et père de 2 enfants. Bonsoir, messieurs. Monsieur Gueye, comment allez-vous? Fanta, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bien, merci, et vous? Merci à tous qui nous écoutent. Dieu merci, tout va bien. Alhamdoulilah. Monsieur Yabi, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation, la nouvelle invitation, et bonsoir à toutes et à tous. Nous bouclons cette série 3, qui mieux que 2 experts qui maîtrisent l'Afrique pour échanger sur la gestion de la COVID, sur la situation politique en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier, sur la situation économique du monde et de l'Afrique en particulier aussi, mais des perspectives. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'autant plus que nous sommes samedi et c'est un jour précieux pour vous et vos familles. Merci encore d'avoir répondu présent. On va échanger sur le COVID en premier point, le monde et en Afrique. À ce jour, nous avons 30 788 989 cas déclarés. 20 millions, plus de 20 millions de personnes guéries, mais quand même près d'1 million, soit 953 482 décès notés dans le monde. L'hécatombe avait été prévu en Afrique, mais tel n'est pas le cas, heureusement. Comment analysez-vous la gestion de cette crise 7 mois ou presque 8 mois après que tout le monde entier ait été touché? Monsieur Gueye. Bien, merci encore pour l'invitation. Je pense que personne déjà en mars ne s'attendait à la violence de ce choc et encore plus à sa durée. En tout cas, bien malin qui pouvait indiquer quel serait l'impact, entre guillemets, à la fois dans la durée et en profondeur sur nos économies, sur notre vie de tous les jours, dans notre façon de travailler, d'étudier pour les élèves, de se mouvoir, de s'approvisionner, etc. Là, je pense que c'est un premier point qui doit nous inviter du coup à renouer, si nous l'avions déjà fait, notamment au niveau gouvernemental, à un exercice un peu de scénario planning, parce que ça donne un peu cette impression quand vous êtes dans certains pays où en tout cas il y a beaucoup de brouillard. Vous êtes un peu dans cette situation, vous êtes dans votre voiture, vous ne voyez pas à plus de 2-3 mètres, vous mettez plein phare et puis voilà, vous essayez d'avancer cas un cas, voilà, jusqu'à ce que un peu les choses se dissipent. C'est un peu, pour faire cette analogie, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Dans le cadre de Citizen Leg, on avait dans une précédente émission rappelé que l'Afrique avait pour le coup bien réagi, pris relativement, même s'il y a des variations selon les différents pays. Mais en tout cas, vous l'avez rappelé dans votre préambule, il n'y a pas eu entre guillemets, la catastrophe annoncée. Vous avez vu également la manière dont aujourd'hui le Sénégal a été classé parmi ceux qui ont le mieux géré au monde la pandémie. Ça veut dire que nos gouvernements ont été relativement réactifs et, entre guillemets, la crise a été prise en charge. Voilà. Maintenant, la réalité, c'est que nous restons des pays qui sont fragiles, vulnérables, et bien entendu, les moyens sont limités. Et bien entendu, on se rappelle que dans plusieurs pays, au Sénégal, au Maroc et ailleurs, des fonds d'urgence ont été mis en place pour justement contenir les effets de la COVID-19 et en particulier les effets économiques, mais notamment pour les entreprises, les secteurs les plus exposés, mais aussi pour les populations les plus fragiles. La réalité est que la durée aujourd'hui de la crise
je dirais, tente à remettre un peu ce mode d'intervention parce que quand, je dirais, on est dans l'urgence, on s'attend à ce que ce soit d'une durée relativement limitée. Les moyens de nos pays ne nous permettent pas de soutenir durablement pendant plusieurs mois, je dirais, des acteurs économiques ou entre guillemets, des ménages dans des situations économiques très, très, très fragiles. Et ça, on a commencé à le ressentir. On n'a pas encore des statistiques très, très précises, mais en tout cas, on sent une accélération des défaillances d'entreprises, de fermeture d'entreprises de plus ou moins grande taille d'ailleurs, ou d'autres qui sont à l'arrêt technique. Je ne parle pas du secteur touristique qui est complètement, avec tout l'écosystème autour, hein, l'aérien, le tourisme, les loisirs, la restauration, etc., qui sont traumatisés, même si ça peut varier d'un pays à l'autre compte tenu des mesures restrictives. Par exemple, au Maroc, entre guillemets, les frontières sont encore relativement fermées, si ce n'est ce qu'on appelle comment ils appellent ça, les vols spéciaux. Ça veut dire qu'on n'a pas rétabli en fait les lignes de manière régulière. Et donc, il y a encore beaucoup de contraintes pour accéder au territoire. Ben, c'est un peu le cas également dans d'autres pays. Et donc, sur ce plan, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, c'est là où on voit justement les limites de l'intervention de l'État, d'autant que ces fonds qui ont été mobilisés sont des fonds d'intervention un peu d'urgence, comme ça se fait habituellement, mais ne sont pas de l'investissement. Et je crois que là, il y a déjà un premier, peut-être sur la deuxième partie de l'entretien, il y a déjà un premier hiatus qui va se poser parce qu'on a besoin de ressources justement pour pouvoir investir et conquérir le futur. En particulier, la COVID-19 a montré les fragilités dans un certain nombre de chaînes de valeur. Si aujourd'hui nous parlons de réallocation industrielle, si nous parlons aujourd'hui de saisir une plus grande part dans les chaînes de valeur, ben, ça veut dire qu'il faut développer plus de Made in Africa. Et pour ça, ben, il faut investir. Il n'y a pas de secret. Il faut attirer les investissements et mobiliser le secteur privé national. Et sur ce plan, nous ne sommes pas visiblement, en tout cas sur cette trajectoire, en tout cas encore, parce que les conditions elles-mêmes de ces écosystèmes pour pouvoir tirer parti de la COVID-19 ne sont pas égales partout. Certains pays ont fait des choses intéressantes, mettre en place, par exemple, un ensemble de nouveaux outils dans le secteur de la santé, produire sur place des kits, etc., comme ça s'est fait par exemple au Maroc, parce que je suis au Maroc, donc c'est plus facile d'en parler. Voilà, vraiment, la chaîne de tout ce qui a trait, en tout cas, à l'écosystème santé, je pense que des progrès de 5-6 ans ont été faits en 6 mois, parce qu'il y avait urgence, parce que la crise a mis à nu un ensemble de défaillances, de manques, où les gens, si c'est quand même pas possible qu'aujourd'hui, un lit d'hôpital, il faille l'acheter ailleurs. C'est des choses qu'on peut produire localement. Voilà. Donc, certains pays ont engagé cette réflexion, mais est-ce que l'investissement aller dans cette direction, là, je pense que ce n'est pas le cas. Et la crainte, et j'en finirai là pour cette première partie, la crainte, c'est que si nous ne tirons pas parti de cette crise, alors quelque part, on aura perdu, parce que d'après, je ne suis pas médecin, mais d'après les épidémiologistes, ça ne sera pas la dernière crise. Et je pense qu'il ne faudrait pas que l'on revienne encore, comme si on découvrait, un peu comme les inondations au Sénégal pendant l'hivernage. Chaque année, on a l'impression de découvrir que l'hivernage est pluvieux et que les eaux montent. Donc là on a un problème, alors qu'on peut prendre cela en charge de manière structurante et définitive. Exactement, exactement. Merci beaucoup, M. Gay. M. Yabi? Oui, merci beaucoup à nouveau pour l'invitation et je salue fraternellement
Monsieur Alioune Gueye, parce que je ne l'avais pas encore fait. C'est un plaisir d'avoir cette occasion d'échange. Alors, je vais peut-être juste faire quatre observations rapidement. La première, à mon sens, il faut distinguer le constat qu'on peut faire de l'évolution de la pandémie en Afrique de l'analyse qu'on en fait. Le constat, c'est qu'effectivement, les craintes d'un désastre humain majeur avec des millions de morts, ces craintes, disons, clairement, on peut aujourd'hui dire qu'elles ne se sont pas matérialisées et évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des pays qui continuent à être gravement affectés. Le Maroc, justement, a quand même dû prolonger plusieurs fois des mesures strictes de confinement. L'Afrique du Sud, tout au bout du continent aussi, est très affectée. Il y a quand même beaucoup de morts. Donc, il est important de ne pas oublier que même en Afrique, il n'y a certes pas un désastre à l'échelle de ce qui avait été entrevu par l'OMS, mais on a quand même des drames humains qui sont importants de souligner. Mais à mon avis, il faut à nouveau faire ce constat de l'évolution de la pandémie sur le continent et faire attention au fait qu'en réalité, on n'a toujours pas toutes les réponses sur l'analyse, l'interprétation du fait qu'on a ce facteur, disons, presque de 100 entre les cas graves et même les décès en Europe, par exemple, et dans les pays d'Afrique, disons, subsaharienne, ou si on se situe en Afrique de l'Ouest, en tout cas. Et je crois qu'il y avait une intervention d'un médecin très connu à Dakar qui expliquait justement qu'il y avait ce facteur très important, cette différence très importante, et qui s'expliquait probablement par des facteurs d'immunité croisés parce que sur le continent, en tout cas dans une partie du continent, les populations ont déjà été confrontées à d'autres formes de coronavirus qui ont pu, d'une certaine manière, les protéger de cette nouvelle forme de coronavirus. Il y a bien sûr la jeunesse aussi du continent. Je crois que ça, c'est un fait qui est assez évident, qui est incontestable. Lorsqu'on regarde les statistiques de décès en Europe notamment, la très grande majorité des décès et des cas graves, c'est quand même des personnes au-delà de 70, 75 ans. Et si vous avez des populations où la proportion de personnes très âgées est très faible, évidemment, vous allez avoir moins de cas graves et moins de décès. Alors ça, c'est pour dire que le constat, il faut bien sûr se réjouir qu'on n'ait pas cette catastrophe absolument terrible en Afrique. Mais à mon avis, il faut distinguer le constat de l'analyse et de l'interprétation qui consisterait à dire que c'est parce qu'on a été très bon dans la gestion qu'on a des chiffres qui sont bien meilleurs à ceux d'autres régions du monde. Je crois qu'il faut être très prudent. Et d'où mon deuxième point sur la gestion de la pandémie en Afrique. Je crois globalement qu'effectivement, la gestion a été plutôt bonne. Au fond, les pays ont fait ce qu'ils pouvaient faire en fonction de leur capacité déjà sanitaire, en fonction de leur habitude des politiques de prévention. Et ça, c'est vrai que là aussi en Afrique, on avait plus l'habitude de traiter d'épidémies et donc de mettre l'accent rapidement sur la prévention. Et tout le monde rappelle évidemment l'épisode d'Ebola en Afrique de l'Ouest qui est assez récent et qui a généré, par exemple, ici au Sénégal, c'est à partir de la crise d'Ebola qu'on a décidé de mettre en place le COUS, qui est une cellule qui traite d'urgence sanitaire. Et donc, lorsque vous avez un dispositif comme celui-là, vous avez plus de capacité de l'activer rapidement et de prendre des mesures assez disons, raisonnables lorsque vous faites face à une pandémie. Après, il faut bien sûr qu'au niveau politique, on écoute les experts. Et je crois qu'un élément intéressant que moi j'ai observé au Sénégal, c'est le fait qu'au niveau politique, on est quand même très vite réunis autour, disons, des acteurs politiques, des acteurs, disons, du milieu de la santé, des spécialistes de différentes spécialités médicales pour des politiques. Et je crois que ça, c'est intéressant sur le plan économique. Il y a eu ici au Sénégal beaucoup de réflexions qui ont été mobilisées au niveau de l'université pour suivre la réflexion sur l'action publique. Et ça, c'est intéressant. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Le troisième élément, c'est le système de santé. Je crois que le diagnostic sur les possibles millions de morts, il était basé sur la faiblesse des systèmes de santé africains. Et je crois que c'est une réalité.
faut qu'on fasse très attention à ne pas déduire du fait qu'on ait traversé la pandémie sans trop de mal, qu'on en déduise que nos systèmes de santé finalement sont assez bons. Ils sont extrêmement fragiles lorsqu'on regarde toutes les statistiques au niveau des systèmes de santé, notamment les personnels de santé. Évidemment, on a énormément de distance, même par rapport, par exemple, à un pays comme le Maroc. Lorsque vous regardez les statistiques de médecins ou d'infirmiers ou de sages-femmes, évidemment des chercheurs également dans le domaine de la santé, il y a des différences qui sont énormes. Et je crois donc qu'il faut faire attention à ce qu'on tire des leçons de cette crise en termes de renforcement des systèmes de santé. Qu'on ne se dise pas parce que finalement ça ne s'est pas mal passé, nos systèmes de santé n'ont pas besoin d'être renforcés significativement. Je crois que ce serait une grosse erreur. Et mon dernier point, c'est que si sur le plan sanitaire, l'Afrique n'a pas nécessairement payé le prix le plus élevé par rapport aux autres régions du monde, sur le plan économique, on subit de plein fouet évidemment les conséquences de la pandémie et des mesures qui ont été prises face à cette pandémie. Et je crois que M. Gay a été très clair sur ses impacts économiques, donc je ne vais pas être long là-dessus, mais c'est aussi important de voir la diversité des situations. Les pays qui sont les plus exposés sont évidemment des pays qui avaient, par exemple, des secteurs touristiques très importants ou des pays qui dépendent beaucoup des transactions internationales. Et donc, il y a aussi une grande diversité dans l'impact économique de la crise. Les projections de la Banque africaine de développement le montrent. Évidemment, en Afrique de l'Ouest, un pays comme le Nigeria paye le prix le plus élevé parce qu'il est producteur, exportateur d'or et très dépendant, et parce que les cours étaient déjà faibles avant la pandémie et ils sont vraiment tombés au plus bas avec la crise de COVID-19. Un petit pays comme le Cap-Vert, par exemple, qui est très touristique, il est extrêmement affecté aussi parce qu'il y a quasiment plus de tourisme européen. Et donc, ça frappe de manière très, très violente un certain nombre d'économies, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. Il faudra bien continuer à traiter des impacts économiques de la crise. Merci beaucoup, M. Yabi. Vous me permettez de rebondir sur ce point économique où on va aller beaucoup plus en profondeur avec M. Gay parce que c'est une question qui nous interpelle tous. Nous avions un banquier d'investissement la semaine passée, le lundi, M. Chao, et les chiffres qu'il annonçait en termes de pertes pour le continent étaient énormes. Donc, je rebondis sur cela et je demande à M. Gay quelle est la situation économique actuelle au-delà du monde, mais de l'Afrique aussi en particulier. Merci encore et bonsoir encore à M. Yabi pour partager ensemble ces réflexions. Je crois que, bien entendu, l'impact pour l'essentiel, bien entendu, est une récession avec, pour certains, voire une grande part, en tout cas, du continent, une croissance négative cette année, mais c'est tout à fait normal. Je pense que du fait de la perturbation, et là, ça montre encore à quel point, on parlera, j'imagine, tout à l'heure de la CEDEAO, l'Union africaine, etc. Quand on regarde aujourd'hui cette initiative de la zone de libre-échange continentale qui est censée toujours, bien entendu, pallier le caractère extraverti de l'essentiel de nos économies, c'est bien justement pour cela, c'est que nous restons encore trop dépendants de l'extérieur. Quasiment, quand on regarde des zones comme l'UEMOA ou la SADC ou la CEMAC, au moins à 80% de notre commerce, 90% parfois, se fait avec l'extérieur. Donc, il nous faut davantage, bien entendu, échanger entre nous de manière à faire mieux face, à mieux affronter donc, les chocs à venir. Donc, forcément, sans compter maintenant ces pays qui sont extrêmement dépendants de la Chine compte tenu de leurs échanges avec ce pays, plus la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Donc, tout cela mis ensemble, on comprend parfaitement qu'il va y avoir une baisse de l'activité, qu'il va y avoir une décroissance. Et ça, je crois qu'on ne peut pas y échapper. Mais ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait pour pouvoir se préparer, entre guillemets, au rebond. Et je crois que c'est là où, en tout cas, quelles sont les solutions qu'on pourra mettre en place pour. Je crois que le premier élément, bien entendu, on comprend parfaitement que
Nous avons besoin davantage de transformer, de localiser de la valeur sur nos territoires, pour parler plus généralement, même si les niveaux de maturité industrielle des différents pays peut varier. L'Afrique du Sud, on l'a évoqué tout à l'heure, est un pays qui a déjà une certaine base industrielle. L'Égypte en fait partie, le Maroc aussi, la Tunisie à certains égards, etc. D'autres restent malheureusement encore sur ce plan trop faibles et donc sont malheureusement encore désespérément extravertis, donc sont bien entendu plus fragilisés. Et donc, le deuxième élément, on a vu, j'évoquais tout à l'heure la ZLEC, je crois que la mise en œuvre a été repoussée à 2021, compte tenu des contraintes actuelles. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Aujourd'hui, il nous faut intensifier les échanges à l'intérieur des zones, entre les différentes zones économiques de nos pays, et transformer davantage, c'est-à-dire faire en sorte que eh bien, on localise davantage de valeur sur place. Cela demande naturellement qu'on développe des écosystèmes. L'exemple du Maroc est un bon cas, malheureusement, qui est frappé de plein fouet, en particulier parce que le Maroc a particulièrement misé sur l'aéronautique, sur l'automobile, et l'aéronautique vit aujourd'hui des heures difficiles pour les raisons qu'on comprend. Donc, les plans vont devoir être revisités, des scénarios alternatifs doivent être mis en place, mais en tout cas, c'est cela, c'est cette capacité de mettre en place des écosystèmes pour accueillir des investissements dans des secteurs variés. Le nord du Maroc, par exemple, avec le développement d'une cité automobile, en est l'exemple patent. Ça peut l'être dans d'autres secteurs industriels, bien entendu, selon les dotations factorielles. On a vu pour le cas de l'Éthiopie, dans cette zone économique spéciale, tout ce qui avait été fait en matière notamment en matière de textile. Aujourd'hui, le secteur pharmaceutique doit se développer sur le continent, et je crois que la crise actuelle nous le démontre à l'envi. Donc, récession, certes, mais aujourd'hui, il nous faut envisager des scénarios alternatifs de manière à localiser davantage et en même temps à transformer davantage donc, nos ressources sur nos territoires. Merci beaucoup, M. Gay. M. Yabi, vous voulez faire un point sur l'économie? Alors, oui, je pense que M. Gay a dit l'essentiel. Je vais peut-être juste ajouter que ce besoin de transformation, notamment structurelle des économies, il ne se révèle pas à l'occasion de la crise sanitaire. On le sait depuis, on en discute tout le temps de transformation structurelle, de manière à ce qu'on puisse produire davantage localement, y compris pour les biens les plus importants, les plus stratégiques. On a bien vu que même en période de crise sanitaire, lorsque tout le monde est confiné à la maison, il faut bien que les gens continuent à manger, par exemple. Donc, ça fait partie des biens stratégiques pour un pays. Et évidemment, lorsque vous êtes extrêmement dépendant sur le plan alimentaire d'importation, vous êtes extrêmement fragile lorsque vous avez ce type de crise. Je donne cet exemple-là, mais évidemment, pour les produits pharmaceutiques, c'est la même chose. Et pour les équipements médicaux dont on avait besoin particulièrement pour faire face à cette crise, on a vu aussi qu'on a dû recourir quand même à des envois massifs, notamment par la Chine, d'équipements. Heureusement, on n'a pas eu à nouveau la situation dramatique sur le plan sanitaire, une flambée du nombre de cas qui aurait rendu absolument impérative la fourniture extérieure d'équipements dont nous ne disposions pas. Donc, je crois que ce besoin à nouveau de transformation structurelle, on le sait depuis longtemps qu'il est important. La vraie question, c'est comment, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait jusque-là? Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'on tire comme leçon de cette crise le besoin non plus simplement de dire qu'on veut transformer structurellement nos économies, mais le fait de le faire réellement. Mais la vraie contrainte, c'est que ce que M. Gay donnait l'exemple du Maroc, de l'Afrique du Sud, il y a des différences en termes de dotation factorielle qui sont évidentes. Il y a un travail qui a été fait déjà dans ces pays quand même sur le plan énergétique, sur le plan du capital humain notamment.
Bon, l'Afrique du Sud a beaucoup de problèmes sur le plan énergétique, d'ailleurs, par ailleurs, mais elle a déjà bâti quand même une économie diversifiée et c'est une économie, par contre, qui est très peu dynamique depuis quelques années. Mais dans nos pays, on voit bien qu'on a on ne peut pas décréter comme ça l'industrialisation si on n'a pas les conditions qui vous permettent d'être productif et d'être compétitif. Ça veut dire, à nouveau, le capital humain, je reviens là-dessus, et ça veut dire, à mon avis, qu'il faut être raisonnable et savoir qu'on ne va pas, en un tour de main, faire en quelques mois ou en 2 ans ce qu'on n'a pas su faire pendant 10, voire 15 ou 20 ans. Par contre, c'est ce sursaut qu'il faut espérer sur le plan économique. Et je terminerai peut-être juste par l'économie dite informelle, parce que nous, à Wati, on a organisé un webinaire il y a vraiment quelques semaines, il y a moins de 2 semaines sur ce sujet. C'est la réalité de l'économie, c'est la primo-économie, c'est l'économie la plus importante dans nos pays. Et là aussi, je crois qu'il faut absolument réfléchir à comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour requalifier cette économie, pour la repenser totalement et en faire un véritable moteur de dynamisme économique. Et je crois que ça demande des politiques publiques de qualité et ça demande même un changement de mentalité par rapport à la perception qu'on peut avoir des hommes et des femmes qui animent cette économie informelle. Et en fait, sans eux, il y aurait des crises politiques et sociales en permanence dans nos pays. Exactement. Nous avons quelques questions déjà des personnes qui nous suivent. La première est la suivante. Elle me fait sourire parce que dès les premières heures de la crise, les chefs d'État africains sont sortis, son excellence président Macky Sall en premier, pour demander l'annulation de la dette. Ma question est la suivante. Êtes-vous pour ou contre l'annulation de la dette? Et est-ce une solution, ce n'est pas la mienne, c'est celle d'un internaute, et est-ce une solution durable pour l'Afrique? Monsieur Gay? Déjà, moi, ce point me gêne parce que n'oublions pas, la dette, c'est l'épargne de personnes qui, comme vous et moi, nous nous levons tous les jours, travaillons de 8h à 20h. Au nom de quoi, je dirais, on l'annulerait? Je crois que et ce recours un peu comme réflexe pour aller vers la dette, l'annulation de la dette, mettre en place un comité pour aller faire le tour des capitales et demander ça, je crois que c'est un mauvais signal parce que la transformation structurelle, elle commence d'abord dans l'esprit. C'est d'abord un changement de logiciel mental. Tout le monde le sait, on est fatigué même de le dire, que notre continent est extrêmement riche, je dirais, de ressources naturelles. Il nous faut bien entendu investir davantage dans le capital humain pour pouvoir transformer la donne et mettre en place les écosystèmes avec l'académique, avec les centres de recherche, avec la recherche-développement, avec la formation professionnelle, avec les secteurs compte tenu des dotations factorielles les plus appropriées pour justement enclencher le mouvement. Et donc, je trouve que le signal de dire on va annuler la dette, c'est remettre, entre guillemets, à la table de discussion des bailleurs qui, par ailleurs, Banque mondiale, etc., commençaient à être décriés. Et on se pose la question, on célèbre encore le 60e anniversaire de quelques-uns de nos pays, ça commence à être fatigant. Aucun pays, quand on regarde l'Asie du Sud-Est, je dirais, qui était indépendante quasiment en même temps que l'essentiel de nos pays, ne sont pas en train de recourir à la Banque mondiale ou au FMI, je dirais, pour demander une annulation de la dette. Et je trouve que là, pour moi, c'est un signal négatif en tout cas, qui est qu'on n'accepte pas encore que la solution, c'est nous. Et il faut qu'on prenne en charge nos préoccupations compte tenu de nos réalités. On parlait tout à l'heure de secteur informel, on a parlé tout à l'heure de la nécessité de mettre en place les écosystèmes performants, on a parlé de la question du capital humain, et on a les solutions. On a parlé de travailler davantage ensemble entre zones économiques. Bref, donc c'est nous qui avons les solutions. Aujourd'hui, considérons que la Banque mondiale, etc., ce sont des experts à un moment donné où on a besoin peut-être d'un avis. Mais pour le reste, là, je dirais, ce sont à nos gouvernements d'être des gouvernements entrepreneurs, je dirais, de mettre en place les stratégies. Beaucoup se sont dotés de plans, avec des noms peut-être différents, Sénégal émergent pour les uns, National Développement pour d'autres, etc. Mais pour fixer le cap. Mais
c'est bien de fixer le cap, mais ensuite, c'est dans l'exécution. Et tout notre sujet, en réalité, on l'a dit tout à l'heure, on parle de transformation structurelle depuis déjà quand même de longues années. Tout le sujet, c'est la discipline dans l'exécution. Voilà. On a aujourd'hui ce sujet-là. Ce n'est pas les projets qui manquent. Je regarde un sujet simple, l'énergie. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'attraction d'investissement quand il n'y a pas une énergie en quantité et en qualité. Alors, quand on vous reparle aujourd'hui, on vous dit que le projet de Inga au Congo démocratique, on en entend parler depuis qu'on est à l'école primaire. Aujourd'hui encore, on est en train de parler de ça. Il y a un problème. Et c'est là la question. C'est que c'est bien, à un moment donné, il nous faut aujourd'hui penser en homme d'action, en homme ou en femme d'action. Et je crois que sur ce plan-là, sinon, ça reste de belles paroles autour d'une conversation. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et ça, on est un peu frustré de ce sentiment que voilà, ça ne bouge pas, quoi. Voilà, on reste un peu dans le discours et pas suffisamment. Et pour répondre à votre question, je ne suis pas pour, en fait. En réalité, je pense que c'est un signal, je dirais, qui est donné aux autres, parce que quand demain, on en aura vraiment besoin pour des projets structurants, on n'a pas une bonne signature. Voilà, l'argent, c'est un problème de confiance entre des personnes, entre des pays, entre des entreprises. C'est d'abord la confiance qui est au cœur. Exactement. Monsieur Yabi, pour ou contre? Alors, je me réjouis surtout que vous ayez posé la question d'abord à Monsieur Gay parce que j'étais un peu embêté par cette question, je dois dire. Mais je crois que la réponse de Monsieur Gay me permet de partager son avis. Mais je crois surtout que ce qui est important, on a parlé de la diversité, j'ai parlé tout à l'heure de la diversité, de l'impact de la crise en fonction de la structure des économies. Et à mon avis, cela veut dire qu'il faut aussi que les réponses, y compris sur la question de la dette et du financement de l'économie, que les réponses aussi soient adaptées aux situations nationales. Il y a des pays qui vont entrer dans une récession forte et il y a des pays qui vont rester avec une croissance très diminuée, mais quand même avec une croissance économique. Et je crois qu'effectivement, M. Gay a raison de le dire, il y a la question de la confiance. Et lorsque chaque fois vous appelez à l'annulation de votre dette, évidemment, le signal que vous donnez sur les marchés financiers et au-delà n'est pas un bon signal, ça c'est certain. Et cela explique d'ailleurs des variations qu'il y a eu sur cette question entre certains pays au sein même de la région ouest africaine, entre les pays qui étaient pour l'annulation et ceux qui disaient « attention, si on demande encore une annulation, on risque de voir notre note dégradée et cela va compliquer la levée de fonds sur les marchés financiers, alors qu'il ne s'agit pas simplement de faire face aux conséquences de Covid, il s'agit de financer nos économies qui ont besoin de transformation. Donc, si on demande une annulation de la dette et qu'ensuite le coût pour lever les fonds sur les marchés devient très important, évidemment, on se tire d'une certaine manière une balle dans le pied. Donc, je crois qu'à nouveau, il faut faire très attention à cette question de l'annulation de la dette. Et au fond, la dette, c'est un moyen de financement. Donc, tout dépend de ce qu'on en fait. Donc, si chaque fois, on est dans le même cercle vicieux d'endettement et de réendettement et de demande ensuite, non pas de rééchelonnement, mais d'annulation, ça veut dire qu'on n'investit pas là où il faut. Et je terminerai aussi en disant, j'ai trouvé que l'Union africaine, pour le coup, avait eu la bonne réaction. Hein. Le président sud-africain qui dirige la présidence, disons, la tournante de l'UA, avait décidé de mettre en place une sorte de groupe d'experts pour étudier ces questions et discuter avec les partenaires internationaux du continent des meilleures solutions. Et je crois que ça permet d'avoir une approche un peu plus nuancée, plus équilibrée et surtout qui est adaptée à nouveau à la variété des situations nationales sur le continent. Exactement. Une autre question que nous avons, je la poserai à M. Gay. Les industries locales n'ont pas été préparées à faire face à la situation actuelle pour la plupart de nos pays. Nous sommes habitués à une balance commerciale fortement basée sur les importations. Un plan de relance prendrait des années. Que recommanderiez-vous concrètement? Je pense qu'on revient à la discussion de tout à l'heure. Une politique industrielle, hélas, elle ne se décrète pas. Moi, j'ai l'avantage, je vis au Maroc depuis maintenant 2 décennies, donc j'ai vu le point de départ, comment est-ce qu'on a démarré et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui,
les systèmes industriels dans les secteurs que j'ai évoqués, de l'automobile ou de l'aéronautique, arrivent à un certain niveau de maturité. Je prends un exemple simple, parce que je crois que tout le monde a quasiment une voiture, c'est relativement banal, etc. Mais j'ai souvenir que du fait de la proximité de Tanger, qui est au nord du Maroc, qui est à 14 km de l'Espagne, c'est un spot stratégique extrêmement important. La première décision qui a été prise, a été d'abord de doter le Maroc d'un port de classe mondiale. Aujourd'hui, en l'espace de 10 ans, le port de Tanger dépasse déjà le port de Algeciras. Donc, voilà ce que ça veut dire très concrètement. Et donc, ensuite, ça a été de mettre en place les aménagements qu'il fallait en termes de routes, d'autoroutes, etc., de zones industrielles, d'aménager ces zones industrielles pour qu'on puisse attirer justement des investisseurs. Ensuite, c'est de mettre, je parlais de l'académique, vous avez aujourd'hui une université qui forme au métier de l'automobile, spécifiquement à Tanger. Elle n'est pas à Dakhla, elle est à Tanger. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met en place tous les ingrédients qui fassent qu'un investisseur qui vient mettre de l'argent ou qui apporte du know-how, qui apporte du savoir-faire, bien trouve ce dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Et aujourd'hui, on est à 1 million de véhicules produits annuellement. Ce n'est donc pas hasard si aujourd'hui, après Renault, puisque Renault, je prends le cas de Renault, si Peugeot tape à la porte et s'installe à Kenitra, dans une ville également dotée d'un port, juste à côté de Rabat, et que Volkswagen commence également à taper à la porte. C'est ça, mettre en place un écosystème. C'est vraiment étape par étape. Et je pense qu'il nous faut sur ce plan-là dire, voilà les secteurs dans lesquels aujourd'hui, il nous faut investir et mettre en place des écosystèmes qui vont en place. Je parlais tout à l'heure du Congo démocratique, pour prendre un exemple, parce que c'est un des pays, en tout cas, où en matière de richesse de son sous-sol, c'est un des pays les mieux dotés du continent. Mais aujourd'hui, quand on parle d'une ressource aussi importante que le coltan, par exemple, et son rôle dans les technologies de l'information, on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'il n'y ait pas un écosystème qui permette de développer la recherche-développement, de mettre en place des écoles professionnelles, pour que à la fois les acteurs de ce secteur-là soient attirés parce qu'ils vont trouver du capital humain sur place, plutôt que de transformer, je dirais, de déplacer le coltan brut, je dirais, vers les pays où l'on fabrique des téléphones et des ordinateurs. Voilà le genre de... Et ça, malheureusement, ça ne se décrète pas. C'est un travail, bien entendu, qui interpelle, bien entendu, en premier temps le gouvernement. Et c'est pour ça que je parle d'un gouvernement entrepreneur, parce que pour le coup, ça veut dire qu'il y a un ensemble de réformes qu'il faut mettre en place. Il y a un ensemble de progrès qu'il faut mettre en place en matière notamment d'énergie, on en parlait, d'Internet, etc. Mais de réformes, d'incitation qui peuvent être fiscales ou autres, pour pouvoir justement se donner les moyens d'attirer ces acteurs. Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on regarde un pays que tout le monde cite, quand on regarde un pays tel que le Rwanda, qui pourtant n'a pas beaucoup de ressources, mais les progrès qui ont été faits en si peu de temps, parce que je suis allé voir les zones industrielles à Kigali, mais vous êtes frappés parce qu'il y a un gouvernement qui fonctionne comme un privé, c'est-à-dire qui sait porter les lunettes du privé qui est en face. Et donc, quand une université américaine, Carnegie Mellon, vient s'installer à Kigali, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elle a compris qu'elle serait dans le cadre qu'il faut pour pouvoir déployer ses activités. Mais en même temps, il y a un ensemble d'autres, je dirais, industries, activités complémentaires qui sont sur cette zone-là et qui, justement, ont je dirais, tout ce dont elles ont besoin pour pouvoir travailler convenablement. Et je crois que la question des écosystèmes est vraiment une question centrale. Alors, encore une fois, elle dépend des dotations factorielles des pays. Tout le monde n'est pas forcément un pays minier. D'autres ont des atouts qui les inciteraient plutôt à développer le tourisme, d'autres le textile, etc., selon la taille de la population, le savoir-faire, l'histoire, etc., etc. Mais en tout cas, il faut en choisir un certain nombre, mettre en place les conditions pour qu'elles puissent justement se réaliser et que les investisseurs dans ces secteurs-là eh bien, puissent pouvoir, je dirais, mener à bien leurs activités sans avoir, quand on parle des zones industrielles, puisqu'on parle du cas du Sénégal, une des questions essentielles, c'est la question de l'énergie. Aujourd'hui, quand on dit on a une zone économique spéciale,
Mais si vous n'avez pas de l'Internet haut débit, vous n'avez pas de l'énergie en quantité et en qualité, vous n'aurez pas d'investisseurs. Il ne faut pas rêver, ça n'existe pas. Je donne un exemple simple. Moi, je vis au Maroc depuis plus de 25 ans. Songez que je n'ai jamais vécu une coupure d'électricité. Vous m'entendez bien? Je n'ai jamais vécu une coupure d'électricité ou une coupure d'eau en 25 ans. C'est ça que ça veut dire. Mais quand dans d'autres pays, c'est le quotidien, il n'y a pas un jour, ils n'ont pas une coupure d'électricité, ce n'est pas pareil. On ne parle pas de la même chose. Exactement. On ne boxe pas dans la même catégorie. Vous l'avez dit, les écosystèmes sont importants, mais la politique ou la scène politique est d'autant plus, et tout aussi. Monsieur Yabi, on va passer au point 3 sur la situation politique de l'Afrique, mais aussi plus particulièrement celle de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, avec ce syndrome du troisième mandat qui est en train de toucher les pays un par un. Oui, alors je crois que c'est une bonne manière de dire que au lieu de se concentrer sur la création de ces écosystèmes dont je parlais, avoir des politiques publiques de qualité, avoir une stratégie, parce que lorsqu'il parle du Maroc, il faut oublier que le Maroc a bâti une stratégie, a investi dans la recherche, a investi dans le capital humain. On sait très bien au Maroc qu'il y a des conseillers, les conseillers du roi qui sont des gens très, très bien formés, qui ont dirigé la plupart des entreprises les plus stratégiques du pays. C'est un pays qui investit dans les think tanks. Certains sont aujourd'hui connus et pays africains. Et cela explique pourquoi le Maroc est très présent dans les économies ouest-africaines, par exemple. Donc, alors, évidemment, pendant ce temps-là, il y a des pays qui ne s'occupent fondamentalement que de politique pour rester au pouvoir. Et on parlait de planification, d'anticipation tout à l'heure. Je crois qu'il y a plein de domaines dans lesquels il n'y a pas d'anticipation et de planification stratégique dans nos pays, en Afrique de l'Ouest, par exemple. Mais sur le plan de la planification du maintien au pouvoir, je crois que sur ce plan-là, par contre, on a de l'anticipation et on a de la planification. Et parler des troisièmes mandats, la Guinée et la Côte d'Ivoire en particulier en ce moment, c'est évident que dans une situation politique extrêmement délicate, mais on n'est pas dans quelque chose de non anticipé, de non planifié, d'accidentel. Certes, il y a quelques différences entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, mais dans les deux cas, en tout cas, les chefs d'État ont très tôt fait en sorte qu'ils aient la possibilité de demander, de solliciter un troisième mandat s'ils le souhaitaient, puisqu'ils ont tout fait pour avoir un argument, disons, de changement de la Constitution qui permettait, disons, de justifier cette possibilité de troisième mandat. Mais je voudrais souligner qu'au fond, pour moi, l'une des opportunités créées par la crise de Covid, c'est qu'on a ce type de discussion. La série organisée à Citizen Legs et là, nous avons finalement de nous saisir de ces lointains avec la crise sanitaire, parce que la crise politique dans la région et dans ces pays-là en particulier, je peux ajouter le coup d'État au Mali, très honnêtement, ça a un rapport assez faible avec la crise sanitaire. La crise sanitaire est venue s'ajouter à une situation qui était déjà très, très compromise sur le plan politique et dans le cas du Mali, sur le plan sécuritaire également. Mais c'est vrai que la crise sanitaire a été d'une certaine manière utilisée et instrumentalisée par les pouvoirs en place, notamment en Guinée, par exemple, le référendum en avril. Il est passé un peu comme une lettre à la poste en profitant de la crise sanitaire et de l'attention qui était détournée, disons, de ce qui se passait dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, très honnêtement, moi, travaillant sur ces questions politiques et ayant travaillé en particulier sur la Côte d'Ivoire et la Guinée pendant quelques années, pendant d'ailleurs une dizaine d'années, je suis extrêmement préoccupé par le cercle vicieux, par ce sentiment de tourner en rond. Et je suis aussi profondément inquiet parce que je crois qu'au-delà des chefs d'État qui veulent rester au pouvoir, il faut voir le problème derrière qui est celui de la culture politique dominante
qui n'est pas démocratique, et le problème que je qualifie de crise morale. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir peur des mots. On a une crise morale profonde lorsqu'on a des personnalités à la tête de différentes institutions qui ne sont pas capables, disons, de dire non ou de jouer simplement le rôle qui doit être le leur dans un système politique démocratique. Et je crois que cette crise morale sur le plan politique, mais aussi sur le plan de nos sociétés, parce qu'il y a une certaine acceptation d'un certain nombre de dérives politiques, je crois qu'il faut vraiment la regarder aujourd'hui en face. Merci beaucoup pour ce point. Monsieur Gueye, vous voulez parler politique? Que vous inspire la situation actuelle en Afrique de l'Ouest? Côte d'Ivoire, Mali, Guinée. Et là, je ne suis ni médecin, ni politique, ni géopoliticien. Donc, il y a des gens très qualifiés qui maîtrisent. Donc, j'écoute ça attentivement. Mais un des points qui me frappe, au-delà de cette dimension, parce que ce dont on parle en réalité, les sujets que nous évoquons sont ce que j'appelle les sujets du long cours. Mettre en place un écosystème, développer le capital humain, déployer une stratégie industrielle, ce n'est pas des choses qui se font justement à l'échelle d'un mandat. C'est des sujets du long cours. Vous voyez, quand je vous ai parlé de l'exemple du Maroc, en termes d'infrastructure, je vous parle sur l'échelle de 20 ans. Ce n'est pas pareil. Et je crois que ça, c'est un des points, en tout cas, je ne sais pas si c'est le meilleur système que nous avons, mais enfin, j'ai l'impression qu'on a l'impression, en tout cas, vu de Casablanca, où je vis, j'ai l'impression que nos pays sont en permanence en campagne électorale. Et finalement, on travaille quand? Le temps d'être élu, de remercier ceux qui nous ont aidés, etc. Bref, donc en fait, c'est sans fin. Mais un des points qui m'interpelle peut-être plus, et je pense que la crise du Mali est une crise, en tout cas, qui doit vraiment nous empêcher de dormir, c'est tout cette espèce de développement de cette gangrène djihadiste, ou peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, en tout cas dans toute cette zone sahélienne, et qui est en train de se multinationaliser. Et pire, de se rapprocher un peu des côtes. Encore une fois, je ne suis pas géopoliticien, je ne suis pas un spécialiste de ces mouvements, mais on regarde comme des signaux faibles ces sujets-là. Et un des points, il y a deux points en tout cas qui m'ont interpellé déjà quand il y a eu les attentats de Bassam. Et aujourd'hui, il y a des attentats qui se rapprochent de plus en plus de la frontière sénégalaise. C'est pour dire qu'en réalité, j'ai l'impression que c'est un mouvement qui va de plus en plus vers les côtes. Et la fragilité des États pour adresser cette question-là me semble une des vraies préoccupations des années à venir. Là, effectivement, on parle crise, etc. Donc, bon, on espère. On ne sait pas quand encore, bien malin qui pourrait le dire, mais on va en sortir de cette crise sanitaire. Mais cette crise-là, cette crise du Sahel, si on peut l'appeler comme ça, celle-là aura des répercussions beaucoup plus graves, beaucoup plus longues. Et par rapport à l'investissement justement dont nous parlons, je pense que ça risque d'être un frein important parce que, bien entendu, l'argent n'aime pas le bruit et les investisseurs ne vont pas dans des zones où ils ont des craintes en termes de retour sur investissement. Et je crois que ce sont des signaux faibles qui me semblent, en tout cas, importants à prendre en compte. Ça montre que c'est bien lié, que finalement la crise sanitaire n'a fait que révéler, je dirais, nos différentes vulnérabilités. Merci beaucoup. Là, je vais rebondir sur les questions des personnes qui nous suivent. La première est la suivante. Est-ce que cet éveil de nos gouvernements ne passerait pas par le fait de rendre le pouvoir au peuple? Ne va-t-on pas vers une révolution sociale? Monsieur Yabi. Bon, le pouvoir au peuple, très honnêtement, à part le fait que c'est censé être la définition de la démocratie, après, on ne sait pas très bien comment on l'opérationnalise. Donc, la révolution, oui, c'est déjà arrivé et, à mon avis, on crée les conditions politiques, économiques et sociales pour qu'on ait effectivement des révolutions dans nos pays. Je crois que ça, c'est très clair. Tant qu'on ne changera pas la gouvernance politique dans les pays de manière à produire des résultats en termes de sécurité, en termes
d'emploi, en termes de diversification des opportunités pour les jeunes, etc., effectivement, on aura de plus en plus une masse de population qui n'ont aucun avenir ou n'ont pas de perspectives d'avenir. Et il suffit de peu à ce moment-là pour déclencher, disons, des révolutions ou des violences. Et aussi, on ne peut pas s'étonner qu'on ait des jeunes qui soient disponibles pour les groupes armés. Et ce que M. Gay disait sur le Sahel est très juste. La menace sécuritaire dans le Sahel, elle n'est pas cantonnée au Sahel. On le sait déjà depuis longtemps avec Grand Bassam, mais aussi avec de toute façon des attentats qui peuvent avoir lieu dans n'importe quel pays côtier aujourd'hui. Il faut être très clair là-dessus. Mais je pense qu'il faut aussi bien voir que la crise au Mali, à mon sens, ce qu'elle montre, c'est qu'on a besoin de distinguer deux chantiers. Le chantier de la démocratisation, donc c'est le pouvoir au peuple dans le sens de construction de vraie démocratie. Moi, une vraie démocratie, ce n'est pas une démocratie simplement électorale. À mon sens, une vraie démocratie, c'est une démocratie permanente avec un rapport différent entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Mais au-delà du chantier démocratique, il y a le chantier de la construction et du renforcement de nos États. Et je pense qu'on a tort de confondre les deux. On a des États qui sont extrêmement faibles du point de vue des ressources humaines, du point de vue de leur couverture du territoire, du point de vue de leur force de défense et de sécurité, du point de vue de leur capacité à délivrer des services de base aux populations, de santé, d'éducation et même d'état civil. Si vous voulez, ça n'a rien à voir directement avec le caractère démocratique. On peut avoir des États non démocratiques qui soient capables de fournir des services à leur population. Et je crois qu'il faut le dire très clairement. Mais il faut travailler, à mon sens, sur les deux chantiers. Le chantier démocratique, parce que moi, je préfère quand même un système démocratique avec les libertés qui vont avec à un système qui ne l'est pas. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre à nouveau les deux chantiers. Et là, au fond, ce qui préserve un pays comme le Sénégal des troubles quand même dans beaucoup d'autres de la région, très honnêtement, c'est le fait que le Sénégal a un État qui, certes, a ses faiblesses et dysfonctionnements, mais qui est quand même capable d'être présent à peu près partout sur le territoire, qui a des services de police, de renseignement assez efficaces, qui a une armée qui ne se balade pas dans les rues, ce qui est bon signe pour une armée. Elle n'a pas vocation à être visible partout, à tous les carrefours, et une armée qui est perçue comme étant crédible. Tous ces éléments font un État qui peut faire un tout petit peu peur à des groupes armés. Mais lorsque vous donnez le sentiment que vous êtes un État extrêmement friable, extrêmement fragile, évidemment, à un moment donné, les groupes armés qui circulent aux frontières viennent tester un peu votre résilience. Et on l'a vu au Burkina Faso, en 2 ou 3 ans, le Burkina Faso est devenu réellement une zone d'insécurité, essentiellement à cause des groupes armés qui sont venus au départ du Mali. Donc oui, cette question sécuritaire, elle est extrêmement importante. Elle est à relier aux questions politiques. Mais je terminerai par cette question des politiques publiques. Je crois qu'on a besoin de travailler vraiment sur l'efficacité de l'État, y compris dans sa capacité à être stratégique et à mettre en œuvre. M. Gay a beaucoup mis l'accent sur la mise en œuvre. Dans nos pays, on fait des stratégies, on fait des documents et on considère que le problème est réglé. Alors qu'évidemment, aucune stratégie n'a jamais résolu un problème. C'est la mise en œuvre et la qualité de la mise en œuvre qui font la différence ensuite en termes de résultats. Merci beaucoup, M. Yabi. On a une autre question qui nous vient d'Abidjan. C'est Mme Ndiombo Samba. Nous la remercions énormément parce qu'elle nous suit depuis le début et ne manque pas de poser des questions très pertinentes. Donc, Mme Samba nous dit, à l'heure où les pays de l'Afrique de l'Ouest font face à une certaine instabilité politique à laquelle s'ajoute la pandémie, on nous parle d'éco. Ne serait-ce pas le coup de grâce de la France pour cette partie de l'Afrique? On va commencer par M. Gay. Cette question vous interpelle tous les deux. Donc, l'éco. Ça, c'est des questions différentes. Je pense qu'aujourd'hui, est porté par les peuples. Encore une fois, il y a cette idée qu'il nous faut nous prendre en charge. Quel est l'outil de souveraineté par excellence sur le plan économique? Je dirais c'est la monnaie. Et honnêtement,
Ça, c'est un sujet qu'il faut que l'on traite. On arrivait à un stade où, je dirais, les populations ne peuvent plus s'en accommoder. Et en même temps, encore une fois, la structure économique des différents pays qui utilisent le franc CFA ne sont pas les mêmes. Or, justement, on a besoin de pouvoir moduler la monnaie, justement, en fonction, je dirais, de la nature, de la nature économique de nos échanges, etc. Et c'est là où, effectivement, on a un sujet, mais je pense qu'on avance, même si c'est normal, un pays tel que le Nigeria, qui est un leader de la CEDEAO, a son mot à dire. Mais je pense que c'est une question qu'on doit traiter sans précipitation, mais on doit la traiter. Je crois qu'il y a aujourd'hui ce besoin, en tout cas, d'en finir avec ce qu'on appelle un peu parfois maladroitement la France-Afrique. Mais c'est bon signe. C'est l'idée qu'aujourd'hui, nous devons nous prendre en charge. Quand un pays tel que la Mauritanie peut avoir sa propre monnaie, un pays tel que la Gambie a sa propre monnaie, c'est quand même quelque chose qui est possible. Donc, sur ce plan-là, c'est quand même pas sorcier. Voilà ce que je peux dire rapidement. C'est une question qui est très technique. Je crois que parfois on la banalise. C'est souvent un cri du cœur, mais je pense que on doit y aller prudemment. Mais je pense qu'effectivement, c'est une page qu'il faut tourner. D'ailleurs, puisqu'on est en partage avec la France, je pense que le président Macron a été très clair dessus. Il est prêt à tourner cette page-là aussi. Donc, je pense que le moment est venu et voilà, il faut passer à autre chose. Exactement. La même question à M. Yabi. Oui, une question qui peut nous occuper pendant longtemps et qui peut faire l'objet de tout un débat différent de celui que nous avons jusque-là. Alors, je dirais que la question de l'éco, d'abord, il faut l'aborder, je pense, en étant un peu précis sur les faits. L'éco est un projet de monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO. Alors, j'entends il y a beaucoup de citoyens dans la région qui aujourd'hui résument le problème de l'éco à l'intervention de la France, au fait que la France a voulu transformer le franc CFA en éco. Bon, je pense que ça fait partie du problème, mais je crois que si on veut être lucide, on ne peut pas considérer que le seul problème, c'est la volonté de la France. Et ce sera un aveu, je pense, assez grave d'ailleurs de notre impuissance. Si la CEDEAO, avec 15 pays, dont le Nigeria, dont le Ghana et dont la Côte d'Ivoire, si la CEDEAO n'est pas capable de mener à bien un projet sur 15 ou 20 ans de monnaie unique, c'est qu'on a un problème. Ce n'est pas les autres qui ont un problème. La France, je ne comprends toujours pas, je dois dire, pourquoi est-ce qu'on voudrait que la France, qui a une puissance, disons, entre grande et moyenne à l'échelle mondiale, mais qui est quand même une puissance et donc qui essaie d'être présente au niveau international, pourquoi est-ce qu'on voudrait que la France nous aide à nous débarrasser d'un élément qui permet son influence politique et économique? Il y a une contradiction. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne. Donc, moi je mettrais plutôt l'accent sur la difficulté, voire l'incapacité que nous avons eue jusque-là à l'échelle de la CEDEAO à transformer en réalité ce projet de monnaie unique. Il y a le débat, est-ce qu'il faut vraiment un éco pour toute la CEDEAO ou pas? Il y a des points de vue très différents là-dessus, sur la base d'arguments économiques. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Moi, je pense que l'intégration à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, c'est un projet politique. Et donc, l'éco peut juste renforcer cette intégration politique, économique, humaine en Afrique de l'Ouest à l'échelle de la CEDEAO. Et moi, je suis un partisan très fort de l'intégration. Mais je pense qu'il faut le faire sérieusement. On ne s'amuse pas avec la monnaie. On ne crée pas une monnaie lorsqu'on n'a pas créé les conditions pour que le changement ne provoque pas un désastre sur le plan économique pour les populations. Parce que lorsqu'on a de l'inflation forte, ce sont les populations, et en particulier les plus pauvres, qui en payent le prix. Donc, je crois que M. Gaye l'a dit, c'est un débat qui est important. Il faut travailler, bien sûr, à sortir du franc CFA dans les pays qui sont dans la zone CFA,
Mais à mon avis, le projet, ce n'est pas le projet de sortie de franc CFA, le projet, c'est celui de la monnaie unique. Si on y croit, le projet doit être celui de l'éco et si on met en place l'éco de manière automatique, le franc CFA disparaîtra pour les pays qui ont en partage le franc CFA. Et je terminerai aussi en disant, attention à ne pas faire croire aux citoyens que nos seuls problèmes, nos problèmes économiques, sociaux, politiques, que tous nos problèmes sont liés au fait qu'on utilise la monnaie, le franc CFA. Moi, ce qu'on essaie de faire au niveau de Wati, c'est de faire en sorte qu'on soit aussi de plus en plus lucide, que nos populations, en particulier les jeunes, regardent le monde tel qu'il est, regardent nos sociétés telles qu'elles sont, regardent l'économie telle qu'elle est dans sa complexité et qu'on ne soit pas simplement, disons, dans la simplification abusive des responsables de notre situation économique et sociale. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça nous permet de rebondir sur le point suivant, qui est celui des perspectives. On a dégagé quelques pistes pour le continent en particulier, mais on va s'appesantir sur ce point. Quelles sont les perspectives aujourd'hui pour le continent africain? Monsieur Gueye. Je parle à Monsieur Yabi ou vous parlez Je parle à Monsieur Gueye. J'alterne. Alors, on va y aller méthodologiquement. Je pense que le premier point, quand on a une crise comme celle-ci, bien entendu, c'est un choc, on l'a dit. Il y a un ensemble de ruptures qui se sont révélées, qui, elles, entre guillemets, vont être, pour certaines, passagères, mais pour d'autres, je dirais, qui vont durer. Je m'entends. Quand aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, on a évoqué tout à l'heure la baisse du tourisme, la baisse du transport aérien, notamment, pour prendre que ces cas-là. Ça, à la limite, on peut dire, ça va être relativement passager et que, voilà, après la crise, progressivement, le cours, je dirais, de ces activités vont reprendre, le transport aérien va reprendre, je dirais, son rythme, entre guillemets, normal. Mais en même temps, et c'est ça qu'on ne doit pas perdre de vue, par contre, c'est que par contre, il y a des changements qui, eux, vont être irréversibles. Je pense que, déjà, quand je regarde tous les webinaires qui se sont faits, tous les conseils d'administration à distance, les conseils des ministres à distance, etc., il y a là des avantages et des atouts certains. Et je pense que beaucoup d'organisations ont intégré ça comme étant quelque chose qui va être aujourd'hui un acquis. Donc, toutes les activités qui ont trait aux technologies de l'information, à la dématérialisation de certaines activités utilisant les technologies de l'information, je pense que voilà une perspective très concrète. Regardez par exemple dans le monde de l'éducation. C'est vrai, c'est venu de manière relativement brutale. Les pays ont fait face, chacun avec ses moyens, ses capacités d'innovation, etc. Mais pour beaucoup de pays, je parle encore, je vis au Maroc, depuis le mois de mars dernier, les gamins qui sont dans les lycées, etc., ne sont pas allés à l'école. Et donc, il a fallu assurer une espèce de, appelons ça comme ça, une espèce de continuité pédagogique. Beaucoup d'organisations dans plusieurs pays africains n'ont toujours pas regagné les bureaux. Donc, je pense que dans les perspectives, moi, je me dirais, bien entendu, il y a, par rapport à la situation, des pays qui ont pu tirer leur épingle du jeu, ont pu faire face, ont pu tirer parti. Regarde, par exemple, dès la déclaration de la maladie, au Bénin, par exemple, le président Talon dit « nous n'avons pas les moyens, en tout cas, je dirais, d'arrêter l'économie, etc. » Et j'ai cru entendre le ministre de l'économie dire qu'ils ont su tirer parti de ça, parce que pendant un temps, justement, on parlait d'approvisionnement en termes de médicaments, on parlait de commerces divers et variés, eh bien, on a su tirer parti de ça et le Bénin a pu, par exemple, exporter ses ananas pendant cette période du Covid. Donc, c'était, pour cet aspect-là, en tout cas, on a su de manière opportuniste tirer parti de la situation. D'autres pays ont su le faire sur le plan de la pharmacie, du matériel médical, etc., etc.
Alors, ça, c'est la partie, je dirais, court terme, comment tirer parti des opportunités dans le court terme. Mais dans la durée, justement, c'est là où je crois qu'on doit regarder les tendances lourdes pour dire, voilà, il y a par contre des choses il y a des secteurs dans lesquels on ne reviendra jamais à l'avant. Parce que des entreprises comprennent aujourd'hui, pour des raisons de coût d'espace, par exemple, du coût de l'immobilier, que c'est peut-être plus intéressant d'avoir un espace moins important et de généraliser ne serait-ce qu'une ou deux journées par collaborateur de télétravail, par exemple, tout en gardant bien à l'esprit que la socialisation reste aussi importante et que, par exemple, les réunions seront quand même programmées de manière régulière, une fois par semaine. C'est également de regarder en termes aujourd'hui d'éducation, beaucoup d'universités, finalement, qui ont mis en place des dispositifs de qualité en ligne, eh bien, ont la capacité aujourd'hui d'aller chercher des clients, des étudiants, dans des espaces auxquels ils ne pensaient pas auparavant. Parce que justement, la dématérialisation des enseignements permet aujourd'hui cela. Alors, est-ce que ça vient remplacer le présentiel? Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, dire aujourd'hui que vous pouvez bénéficier d'un cours d'une excellente université danoise, américaine, ou etc., en étant à Nairobi, Bamako ou Ouagadougou, et que ça vous coûte 10 fois moins cher, je pense que là, il y a une opportunité importante. Et je crois que c'est comme ça que, en tout cas, pour les États avec leur dotation factorielle, pour les entreprises avec leurs atouts distinctifs, je pense que c'est de regarder un peu ces tendances-là en se disant, dans ce qui ne changera pas, dans ces tendances lourdes, irréversibles, quand je match cela avec nos savoir-faire, où est-ce que nous devons nous orienter pour justement créer des gisements de croissance du futur? Merci beaucoup, merci beaucoup. La même question à M. Yabi. Oui, sur les perspectives, alors je vais essayer aussi de les serrer un tout petit peu, peut-être en me basant sur les travaux que nous sommes en train de faire justement au niveau de Wati, c'est de produire quatre documents sur 4 thèmes précis: les leçons économiques, les leçons politiques, les leçons en termes d'intégration africaine et les leçons en termes d'éducation. Et je crois que évidemment, cela ne couvre pas toutes les dimensions, je pense, sur lesquelles il faudrait travailler, mais je crois que ça couvre les dimensions les plus importantes. À l'issue de cette crise, déjà le fait de dire qu'on doit en tirer des leçons, ça veut dire que justement, on doit en faire une opportunité. Une opportunité pour, je pense, accélérer les changements qui sont déjà en cours, qui sont positifs, et une opportunité pour mettre fin aussi à certaines dérives ou à certains choix qui clairement ne sont pas les bons. Sur le plan économique, à nouveau, la réflexion n'est pas totalement aboutie, mais ce que je peux dire, c'est que, à mon avis, l'accent il doit être mis sur la production locale. Et je crois que tout le monde est clair là-dessus. Production locale, mais production aussi dans l'espace, disons, régional. Donc ça, c'est pour ça que on a distingué les leçons aussi en termes d'intégration pour que production locale ne soit pas aussi vue simplement comme étant allant à rebours de nos processus d'intégration. En Afrique de l'Ouest, je pense que c'est important lorsqu'on dit on veut promouvoir le consommer local, qu'on n'ait pas seulement en tête le consommer sénégalais, le consommer béninois, etc. Il faut aussi qu'on soit sérieux. Si on croit à l'intégration ouest-africaine, il faut qu'on ait une sorte de hiérarchisation entre ce qui est local, national et ensuite régional, ensuite l'échelle continentale, avant bien sûr l'ouverture au reste du monde. Donc, leçon économique, à mon sens, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure sur l'économie informelle. Je crois que c'est vraiment une opportunité énorme pour comprendre la réalité de cette économie, des hommes et des femmes qui la composent et des jeunes qui la composent, pour qu'on puisse avoir des politiques publiques qui ne visent pas seulement à formaliser l'économie informelle et à la taxer, mais qui visent à en faire réellement une économie africaine particulière, nouvelle, qui combine justement des éléments de socialisation avec des éléments de productivité économique. Sur le plan politique, je crois qu'il faut en tirer des leçons en termes de gouvernance politique. On a vu beaucoup de chefs d'État qui ont
compris annoncer des plans de relance. Il y a beaucoup de communication. On est dans une époque où il y a beaucoup de communication, beaucoup d'annonces. Mais évidemment, si on n'a pas de véritable dispositif de suivi par les citoyens de la mise en œuvre des différents plans qui soient annoncés, évidemment, vous pouvez annoncer ce que vous voulez, mais ça ne change rien à la réalité. Donc, je crois que ce qui doit changer au niveau de la gouvernance politique, c'est justement vraiment de se focaliser, pas simplement sur les élections à tous les 4 ou tous les 5 ans, mais c'est plutôt de se focaliser sur la manière dont on gouverne entre deux élections et sur le fait de rendre des comptes de manière permanente. Et je crois, à mon sens, qu'il y a des réformes très précises qui peuvent être faites pour encourager cela. Et nous avons aussi déjà réfléchi un peu à ces questions-là sur le plan institutionnel. Sur le plan de l'intégration, je pense que c'est important de souligner quand même que l'Union africaine, par exemple, cette fois-ci, elle a quand même été utile avec le Centre de prévention des maladies, qui est un instrument récent, mais on a vu quand même que ce centre s'est imposé comme étant un peu la référence au niveau continental. Et ce qu'on n'a pas vu, ce que les populations n'ont pas vu, c'est quand même le travail qui a été fait très vite pour que les pays puissent avoir les kits pour les tests pour la COVID, etc. Donc, il y a eu un travail qui a été fait au niveau panafricain. Je pense qu'il faut saluer, qu'il faut respecter, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi encourager ceux qui, au sein de ce type d'institutions, souvent mal perçus par les citoyens, essaient de faire avancer notre continent. Il y en a. Et je souligne aussi une initiative au niveau de l'Union africaine maintenant qui vise à faire en sorte que les pays achètent collectivement un certain nombre d'équipements pour avoir de meilleurs prix, notamment des équipements médicaux et des médicaments. Je crois que ça, lorsque l'Union africaine est opérationnelle, elle se concentre sur un certain nombre de questions, elle peut être utile, elle peut être efficace. Dernier point sur l'éducation, M. Gay a déjà insisté là-dessus. On a vu bien sûr toutes les universités qui ont dû faire des cours à distance et on sait qu'effectivement, ça va devenir une pratique habituelle. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que l'éducation, c'est aussi l'éducation primaire, c'est l'enseignement primaire, c'est l'enseignement secondaire, c'est la formation professionnelle. Et la réalité de l'éducation dans les pays d'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, elle reste aussi préoccupante qu'elle n'était avant la COVID. Elle est très préoccupante en termes de qualité, elle est très préoccupante en termes de nombre d'enfants qui ne sont simplement pas à l'école. Et donc ça, c'est pas la dématérialisation ne va pas résoudre ce problème-là. Ça peut faire évoluer les choses sur le plan universitaire, mais sur le plan de la base qui donne les fondamentaux pour un capital humain de qualité dans nos pays, on a encore énormément de travail à faire. Je pense qu'il faut, on a parlé de révolution tout à l'heure, je crois qu'il nous faut une révolution éducative avec des modèles qui soient adaptés à nos réalités. On sait très bien qu'avec notre démographie, on n'y arrivera pas avec les modèles actuels. On n'arrivera simplement pas à scolariser tous les enfants et à s'assurer qu'ils aient en plus une éducation de qualité. Donc, je crois qu'il faut repenser de manière profonde les systèmes éducatifs et ça, c'est la clé vraiment pour l'avenir. Mais je dois dire que la situation actuelle, lorsqu'on regarde les statistiques et lorsqu'on regarde la situation politique et sécuritaire dans les pays du Sahel, par exemple, on n'en prend pas le chemin, malheureusement. Ça veut dire que notre responsabilité à tous, c'est vraiment de pousser très fort en tirant les leçons de cette crise pour que les transformations se fassent beaucoup plus rapidement et pour qu'on gaspille moins de ressources, pour qu'on les concentre vraiment sur nos priorités. Exactement. On est à presque 1h30 d'émission. On touche à la fin. J'aurais une question piège pour le mot de la fin. Pensez-vous, oui ou non, que l'Afrique sortira grandie de cette crise? Monsieur Gay. Oui, déjà oui. Oui, quoique je pense que la résilience, je crois qu'on connaît. Déjà, pour ainsi dire, c'est déjà dans l'ADN. Donc, c'est entre guillemets une crise de plus. Elle est violente, elle est longue, tout ce qu'on veut, c'est clair. Mais je pense, par exemple, ce que tout de suite M. Yabi évoquait au niveau de l'Union européenne, de l'Union africaine, pardon, cette plateforme d'achat en commun, etc. Voilà, c'est ça, en fait, pour moi, c'est là où on doit aller. Je crois que si on arrive aujourd'hui à adresser en plus la question de l'informel, si on arrive aujourd'hui à développer le Made in Africa, et je dis bien le Made in Africa, quel que soit le pays du continent,
et qu'on arrive à mettre en place une espèce de African Buy Act avec une préférence, je dirais, pour les produits intermédiaires ou les ressources, en tout cas, sur le continent, je pense qu'on aura fait un très, très grand pas. Et cette crise, celle-là aura été vraiment utile. Si on revient au réflexe d'avant, alors là, on n'aura pas tiré les leçons. Et malheureusement, l'occurrence d'une autre crise comme celle-ci, voilà, aura les mêmes causes produisant les mêmes effets, portera autant de dommages. Merci beaucoup. Vous êtes optimiste par rapport à notre... C'est vrai qu'on est très résilient. Donc, on s'en sortira plus ou moins grandi. Oui, moi, je suis optimiste. Je suis Parfait. optimiste. Monsieur Yabi. Alors, je dirais oui aussi. Je pense que l'Afrique en sortira grandi, mais je dirais oui si. C'est-à-dire que si on fait la même chose que ce qu'on a fait jusque-là, non, on n'en sortira pas grandi. Je ne pense pas à la fatalité. Je pense que tout dépend de ce qu'on fait. Et donc, je crois oui, si on mobilise notre intelligence collective. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant de débats au niveau africain sur les différentes options économiques, politiques, la souveraineté monétaire, la souveraineté technologique, etc. Je crois que si ces débats produisent effectivement des changements et surtout qu'on continue à nourrir ces débats informés sur les options sur le continent, je crois que oui, on en sortira grandi parce qu'on aura saisi cette opportunité pour aller au fond des choses et pour nous rendre compte que, évidemment, personne ne viendra améliorer notre futur si ce n'est nous-mêmes. Et je dirais on en sortira grandi si, sur le plan, disons, de l'éthique des gouvernants aussi, il y a des changements majeurs. On n'en sortira pas grandi si on continue à multiplier les conditions pour des coups d'État et pour des crises politiques et sécuritaires qui nous font perdre énormément de temps. Merci beaucoup. Donc, c'est un oui si. Je pense que, comme l'a souligné M. Gay, nous sommes assez résilients et nous gardons toujours cet optimisme. Oui si nous avons une bonne gouvernance. Oui si nous arrivons à surmonter ces crises politiques qui touchent en plus particulièrement la sous-région. Oui si le syndrome du troisième mandat s'arrêtera à la Côte d'Ivoire. Oui si nous savons faire face à cette crise du Sahel. Oui si, oui si. Oui, nous sommes optimistes. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir sacrifié votre samedi soir, d'avoir échangé avec tous nos followers pour cette série 3. C'était un clap de fin, de qualité et on en sort avec beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir, surtout pour le futur. Merci à cette magnifique équipe qui, durant 13 sessions, ont facilité le travail. Je vais citer Mohamed Nias qui est aux manettes avec Manager Prots. Je citerai Mahadi dans les réseaux sociaux, Rokaya Djei pour la coordination, Eliman Khan pour la coordination aussi, Djenaba, mais aussi, last but not the least, les absending depuis Abidjan. Merci à vous, merci pour cette série 3. On se retrouve après un mois de pause. Excellent 18 Safar à toute la communauté mouride. On se retrouve après le Magal, s'il plaît à Dieu. Merci à vous, messieurs. Continuez de respecter les gestes barrières. Prenez soin de vous et de vos familles. Rendez-vous dans un mois. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci encore. À bientôt et félicitations. Monsieur Yabi, c'est un plaisir d'échanger aussi avec vous. À bientôt. Ce fut un vrai plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.